Bonjour Charles Aloncle. Bonjour. Et bienvenue à vous sur le service public parce qu'ici on reçoit toutes les sensibilités. Lors de ces 6 mois de travaux et de ces 67 auditions, on vous a accusé de parti pris. Ma première question est simple. Est-ce qu'il y a une chose sur laquelle la commission d'enquête vous a fait changer d'avis ? Alors déjà, oui, on m'a accusé dès le premier jour de parti pris. Il y a eu un front quand même assez important de la gauche et des macronistes qui ne souhaitaient pas cette commission d'enquête, qui me semblait nécessaire. C'était la première fois à l'Assemblée nationale qu'on ouvrait le couvercle sur l'audiovisuel public dans le cadre d'une commission d'enquête. Je le regrette, il y a eu beaucoup aussi de diffamation et de calomnie. On m'a prêté des intentions de privatisation que j'ai pourtant démenties. On va y revenir. Dès le tout premier jour. Donc vous voyez... Mais déjà, cette curiosité, est-ce que vous saviez déjà tout ou est-ce que vous avez effectivement été surpris par quelque chose ? Non, à l'évidence, il y a beaucoup de choses qu'on a pu apprendre. Je ne prétends pas être un spécialiste du secteur, je ne prétends pas être omniscient, en tout cas, sur l'ensemble des recommandations que j'apporte, qui sont simplement matière à débat et matière à réflexion. Moi, peut-être ma surprise, en tout cas, ce que j'ai pu découvrir et ce qui a été intéressant dans le cadre de ces auditions, c'est peut-être les moyens accordés et la répartition des budgets, notamment par genre, chez France Télévisions ou Radio France, qui a été un peu plus éclairante pour mener nos travaux. On va naturellement parler du fond et des 70 recommandations de votre rapport, mais d'abord, juste sur la forme, Jérémy Patriélétus, qui est le président de la commission, dénonce lui-même des auditions transformées en affrontements politiques ou en spectacle. On pense notamment peut-être à ce qui s'est passé avec l'animateur Nagui ou l'entrepreneur Xavier Niel. Avec le recul, était-il vraiment impossible d'éviter le buzz, les clashs ? En fait, je pense que demander des comptes à l'audiovisuel public n'est absolument pas régler ses comptes avec l'audiovisuel public. Mais ça a été perçu comme ça par beaucoup, d'auditionner notamment. Non, alors par quelques-uns, vous savez, on a fait 70 auditions, on a fait un peu plus de 200 heures, on a entendu plus de 230 personnes, et je crois qu'on s'est focalisé de façon un peu anecdotique sur quelques éléments, quelques points, quelques moments qui ont été un peu des moments de friction, mais c'est aussi le rôle d'une commission d'enquête. Une commission d'enquête n'est pas une mission d'information, c'est pas une simple table ronde. On vient pour mettre le doigt sur d'éventuelles dérives, dysfonctionnements, pour proposer des recommandations et mieux les résoudre. Donc vous savez, toute commission d'enquête n'est pas une sorte de débat un peu tranquille. C'est aussi notre rôle d'essayer de lever un certain nombre de lièvres et d'essayer de voir s'il n'y a pas des dérives. Donc c'est parfaitement normal. Et toutes les commissions d'enquête ont aussi leurs moments de tension. Celles-ci ont été davantage médiatisées. Chez vous, il y en a eu particulièrement beaucoup. Jérémy Patriélétus a reçu beaucoup de courriers disant qu'il y avait notamment des fausses informations de la part de personnalités auditionnées, des fausses informations, une forme de diffamation, des provocations. C'est factuel. Vous savez, quand vous intéressez à un écosystème médiatique, ça fait beaucoup parler parce qu'il n'y a rien qui intéresse plus les médias que les médias eux-mêmes. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a une telle médiatisation, qu'il y a eu autant d'informations qui ont circulé. Moi, je vous avoue que sur les fausses informations qui ont circulé autour du rapport avant même qu'il soit publié, il y en a eu beaucoup, j'en ai dénoncé, notamment sur la place du sport que j'entends sanctuariser sur le service public, notamment sur la prétendue nomination par le président de la République. On va y revenir également. Alors que j'entends apporter des garde-fous et un vote à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc des fausses informations, honnêtement, il y en a eu énormément à l'approche du vote du rapport. Et je crois qu'il est important aujourd'hui de les dénoncer. Jérémy Patriélétus affirme aussi qu'au regard des méthodes utilisées pendant les auditions, la lecture du rapport, l'objectif de cette commission d'enquête, votre objectif est de préparer les esprits à la privatisation de l'audiovisuel public. Est-ce que vous assumez cet objectif ? Il a même dit, notamment au micro d'RTL, dans les dernières semaines de la commission d'enquête, qui nous séparait d'un moment important qui était celui du vote du rapport. Il a même expliqué que j'étais favorable à la privatisation. Ce que j'ai démenti depuis le premier jour de la commission d'enquête. Vous êtes il me connaît suffisamment. UDR, proche du Rassemblement national, proche donc de Marine Le Pen, Jordan Bardella, qui eux souhaitent la privatisation. Oui, mais proche, vous savez, on est un parti et différent. Éric Ciotti, votre parti, on tient notre indépendance. tient aussi cette ligne. Non, il ne tient pas cette ligne-là. Il explique que sur 130 chaînes de télévision et de radio, il y a des optimisations à faire, il y a des fusions de chaînes à réaliser, ce que je propose dans le cadre du rapport. Mais en aucun cas, je me suis positionné pour la privatisation. Et de voir que, depuis le premier jour, on a essayé de discréditer l'intégralité des travaux en me calomniant et en disant de toute façon, il est pour la privatisation, donc ça ne sert à rien de l'écouter. Toutes les recommandations qu'il émettra ne poursuivront que ce but. J'ai trouvé ça simpliste, et honnêtement, simpliste, le terme est pudique, c'était un mensonge éhonté pour mieux détourner le regard. Et quand vous voyez aujourd'hui, le rapport vient de sortir il y a quelques minutes, que la privatisation ne figure pas dans les recommandations, au contraire, que j'explique qu'il faut tenir aux missions précieuses de l'audiovisuel public à condition qu'elles soient mieux définies,
qu'elle se distingue aussi des missions de l'audiovisuel Allons sur privé. ces recommandations. Quand on voit aussi la thèse que je défends à la fin, on se rend compte que tout ça n'a été que calomnie. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, parmi ces recommandations, il y a la fusion notamment de France 2 et France 5. Ces deux chaînes, elles sont pourtant bien identifiées par le public. Sur France 5, il y a une identité, des rendez-vous de référence, des rendez-vous qui marchent. Je pense à C'est dans l'air, c'est à vous. Faut-il casser ce qui fonctionne ? Alors, je vais vous donner 2 arguments. Effectivement, cette fusion permettrait de réaliser une économie de 200 millions. Et je pense que vous avez fait une étude d'impact là-dessus ? Comment vous avez ces chiffres ? Alors, pour un certain nombre de synergies que je détaille et que j'étaye sur plusieurs pages dans le cadre du rapport que vous pourrez découvrir, et en fait, pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'il y a une place de plus en plus importante accordée aux rediffusions, notamment en deuxième partie de soirée. Il y a des programmes d'été qui ne sont plus inédits, d'ailleurs, qui sont dénoncés par un certain nombre de téléspectateurs. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a une place disproportionnée, notamment sur France 2, accordée aux jeux. Il y a 9 cases de jeux chaque jour qui sont diffusées sur France 2, 13 en comptant France 3. Donc vous voyez, un petit calcul simple, si on réduit la place des jeux, si on réduit le nombre de cases et qu'on met le meilleur de France 5, notamment ces émissions que vous évoquez, qui plaisent au public, qui sont importantes pour le service public, et qu'on les met sur des cases de rediffusion en deuxième partie de soirée, ou alors sur des cases de jeux en pleine journée, on peut fusionner le meilleur des 2 mondes, le meilleur de France 2, le meilleur de France 5, réaliser une économie significative à l'heure où on demande aux Français de se serrer la ceinture. À l'heure où on demande budget après budget aux Français de serrer la ceinture, c'est une des pistes de recommandation. Je ne prétends pas détenir la vérité. Le but d'un rapport parlementaire, c'est de proposer des recommandations qui n'ont pas force de loi et qui ne sont pas des injonctions. C'est matière à débat et matière à réflexion. Vous avez une autre fusion en tête, celle de France Info. Voilà, ici, cette maison de France Info Télé, que vous souhaitez fusionner avec France 24. Alors, ces 2 chaînes, c'est vrai qu'elles n'ont pourtant absolument pas les mêmes vocations. France Info, c'est une toute jeune chaîne d'info qui est destinée au public français. France 24, c'est l'inverse. Elle est tournée vers l'international. Ça participe au rayonnement de la France. C'est pas la même offre, pas la même logique éditoriale. Et de fait, ça reviendrait à supprimer France Info. Est-ce que le service public ne doit pas avoir une chaîne info comme dans la plupart des grands pays d'Europe ? Il faut effectivement une chaîne info, à l'image de BBC World, par exemple. Vous expliquez que c'est une toute jeune chaîne. Bon, elle a quand même quasiment 10 ans aujourd'hui, France Info. Mais si vous la comparez à LCI, il y a un monde. Elle coûte chaque année 40 millions d'euros par an. Elle semble avoir du mal à trouver son public, puisqu'elle oscille entre à peu près 1% de part d'audience. Et aussi parce qu'on a un paysage de chaînes d'information en continu qui est aujourd'hui saturé. Et je pense que le service public s'honorera demain avoir une chaîne d'information en continu qui se distingue notamment des chaînes d'info du privé, avec une vraie vocation internationale, qui est une mission de service public. D'avoir un réseau dense de correspondants internationaux sur les 5 continents, c'est une mission de service public que le privé n'assumera quasiment jamais ou difficilement, parce que c'est une mission qui n'est pas forcément rentable. Et donc, de fusionner le meilleur de France 24, qui est un outil de soft power pour les Français, diffusé sur l'ensemble des continents, et le meilleur de France Info, qui a un rayonnement effectivement national et un traitement national, d'avoir une vraie chaîne distincte de BFM, d'LCI ou de CNews, je crois que c'est ce qui est souhaitable pour le service public. Vous dites aussi dans votre rapport qu'il faut sanctuariser les grandes compétitions sur France Télévisions. Je cite les 3, le Tour de France, le tournoi Destination de rugby et Roland-Garros, et céder les autres aux chaînes privées si elles le diffusent en clair. Je vais être vraiment dans le concret, quand on met par exemple le tournoi Destination féminin en prime, ou fin août, c'est ce que nous allons faire, le championnat d'Europe de cécifoot, c'est une vraie démarche de service public. Quelle chaîne privée aura intérêt à diffuser ces compétitions ? Vous avez raison, c'est une vraie démarche de service public et au contraire, il faut encourager des missions de service public qui ne pourraient pas être assumées par le privé. Il faut aussi les sanctuariser sur le service public. Le budget des sports, on l'a appris dans le cadre de cette commission d'enquête, c'est à peu près 200 millions, ce qui est un budget qui est très important. Je propose une réduction d'un quart de ce budget, parce que les efforts, il faut aussi les trouver sur l'ensemble des genres. Et donc, selon moi, il faut sanctuariser des grandes compétitions sportives. On a pu voir sur les dernières années que Roland-Garros, par exemple, les night sessions, qui sont quand même des moments importants, des matchs importants, ont été cédés à une chaîne privée, Amazon Prime, qui ne les diffuse même pas en clair. Donc, ce que je propose dans le cadre de ce rapport... Mais comment vous obligez TF1, M6 à diffuser en prime parfois des événements qui sont de moindre importance, c'est-à-dire tous les autres droits en dehors de cela ? Il y a un cahier des charges imposé par l'État qui impose aux chaînes privées aussi parfois de réaliser un certain nombre de missions qu'elles doivent poursuivre. Moi, ce que j'entends dans ce rapport, c'est de sanctuariser des compétitions sportives qui participent
à une nécessité de service public, qui participe au rayonnement sportif et culturel français, notamment le Tour de France, les 6 Nations, Roland-Garros, qui sont des événements majeurs qui rassemblent et qui fédèrent bien au-delà de notre simple pays. Et effectivement, vous avez raison, pour certaines compétitions qui auraient du mal à être achetées par le privé et qui poursuivent une mission de service public, mais qui, vous pourrez l'admettre, coûtent bien moins cher, que ça continue à être diffusé sur le service public, à hauteur de 150 millions d'euros par an. Vous savez, c'est un budget qui est déjà suffisamment important pour pouvoir assumer toutes ces missions. Dans votre rapport, je n'ai pas vu de référence aux Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, à qui France Télévisions a pu donner une vitrine assez remarquable. Ça a été reconnu par tous en 2024. Ça aussi, c'est clairement une mission de service public. Donc, on en fait quoi ? Je l'indique effectivement. Alors, vous n'ignorez pas que ce n'est pas chaque année qu'on a les Jeux Olympiques et Paralympiques. Effectivement, c'est une mission importante de service public et c'est important que ça reste sur le service public. Et c'est ce que j'indique clairement dans le rapport. Vous avez évoqué tout à l'heure les Jeux. Donc pour vous, il y a trop de Jeux sur France 2 et France 3. Le cahier des charges ordonne pourtant à France Télévisions d'être populaire et de qualité. Les Jeux sur France Télévisions font appel en général à des connaissances, la culture générale, à la connaissance du patrimoine. Donc on est quand même assez loin de la télé-réalité. Ça veut dire que les Français, ils n'ont pas le droit de se divertir sur le service public ? Ils ont le droit de se divertir, mais on peut se poser la question légitimement. 9 cases de jeux par jour sur France 2 et 13 en comptant France 3. Quand on voit que le privé, c'est une sur TF1 et une sur M6, on peut se poser la question légitimement, est-ce qu'il n'y a pas une surproportion des jeux sur France Télévisions ? Est-ce que c'est vraiment une mission de service public de proposer autant de jeux, de créer une telle disproportion, notamment des genres ? Je pense qu'il y a une place qu'on doit accorder au documentaire, il y a une place qu'on doit accorder au contenu culturel, il y a une place qu'on doit accorder à l'investigation et à l'information. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce que je déplore, sur France 2 notamment, c'est un peu devenu la chaîne des jeux que le privé assume déjà. C'est aussi pour ça que j'estime qu'un rééquilibrage est nécessaire. Quel jeu vous voulez supprimer ? Est-ce que vous visez celui de Nagui que vous avez particulièrement ciblé pendant les auditions ? Je dis quand même que c'est un rendez-vous qui est installé. Et ça, c'est de la culture populaire, c'est de la chanson française. En fait, je ne suis pas directeur des programmes et des antennes de France Télévisions. Ce n'est pas mon rôle. Je suis là simplement pour émettre des recommandations. C'est de la matière à débat, de la matière à réflexion. Je ne prétends pas être le directeur des programmes de France Télévisions. J'estime simplement que 9 cases de jeu chaque jour sur France 2 et 13 en prenant France 3, c'est trop. Ça permettra de rééquilibrer les genres et ça permettra aussi... Parce que l'intérêt du service public, c'est aussi de se distinguer des chaînes privées commerciales. De proposer des contenus, de proposer des formats qu'on ne pourrait pas trouver ailleurs, qui ne seraient pas rentables. Les jeux, c'est très rentable. Le privé l'assume déjà suffisamment. Donc je pense que cette place-là doit aussi laisser un peu plus d'importance à d'autres genres qu'on voit un peu moins sur France Télévisions. La France a aussi la chance d'avoir des géants de la production sur son sol. Je pense à Media One, je pense à Banijay et d'autres. C'est un savoir-faire, c'est aussi de la souveraineté. Vous semblez regretter que le service public fasse assez largement appel à eux. Est-ce que ça ne fait pas, au contraire, partie de ses missions ? Alors, je ne le regrette pas, puisqu'il y a une recommandation forte qui figure dans mon rapport où j'explique que, à l'image de la BBC, il faut mieux répartir les contrats passés avec la production. Internaliser un tiers, à minima, de la production chez France Télévisions. Il y a 9000 salariés qui ne demandent qu'une chose quand on écoute les représentants syndicaux de France Télévisions, c'est internaliser un certain nombre d'émissions, puisque sur les 3 milliards d'euros de budget de France Télévisions, il y a près d'1 milliard qui est attribué à des sociétés de production privée pour produire des contenus de service public. Donc il y a une nécessité de réinternaliser pour les salariés un certain nombre de contenus, un tiers plutôt dédié à des producteurs indépendants. Mais quand on parle de producteurs indépendants, j'entends des vrais producteurs indépendants pour soutenir la création et la production française avec une forme de prise de risque de sociétés implantées partout sur le territoire et un tiers laissé aux grands groupes, effectivement, qui sont des champions français, qui rayonnent à l'international, qui font notre fierté aussi dans un certain nombre de pays, notamment Banijay et d'autres groupes de production. Mais vous voyez, la recommandation que je propose, c'est un rééquilibrage pour ne pas laisser une sorte d'oligopole. Vous voyez, 80% des émissions de flux sur France 5 ne sont attribuées qu'à 2 sociétés de production, Media One et Together. Je pense que c'est important aussi que le service public fasse plus de place à beaucoup d'autres sociétés de production. Le rapport propose que les dirigeants de l'audiovisuel public soient nommés par le président de la République et non plus par l'Arcom, après avis des commissions culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat, et après aussi avis conforme de l'Arcom. Mais remettre l'Élysée au centre du jeu, ça politise forcément une nomination. Les suspicions de collusion politique vont être fortes, vont reposer de manière fortement sur les épaules de ces personnalités qui vont être élues. Je vous remercie d'avoir été exhaustif dans la proposition de cette recommandation, parce que j'ai lu quelques heures avant
le vote du rapport que je souhaitais revenir à une sorte de nomination directe et sans garde-fou du président de la République, ce qui est totalement faux. Mais est-ce que ça ne va pas s'apparenter à ça? Non, j'estime qu'il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat se prononcent dans le cadre d'un vote, puisque aujourd'hui le mode de nomination revient et est concentré dans les mains de 8 personnes de l'Arcom que personne ne connaît, pour qui personne n'a voté. Aujourd'hui, c'est ça le cadre de nomination. J'estime que c'est un cadre qui n'est pas transparent, qui n'est pas pluraliste, qui n'est pas démocratique, et qu'il faut demain donner aux représentants des Français qui sont élus par les Français cette possibilité de voter pour demain le président de Nicolas Sarkozy, le président il y avait une France. forte pression et forte soupçon de collusion politique qui ont quand même plané sur les nominations. Quand on donne cette nomination et ce vote à l'Assemblée nationale et au Sénat, je pense que c'est la façon la plus transparente et la plus pluraliste de redonner aussi cette décision aux représentants des Français. Donc c'est aussi pour ça que je suis un peu frustré parce qu'il y a eu énormément de fausses informations qui ont circulé, qui expliquaient du jour au lendemain je voulais donner la décision au président de la République. C'est faux. Je veux qu'il y ait un vote à l'Assemblée et au Sénat, parce que pour moi, c'est la façon la plus transparente et pluraliste aussi de redonner une forme de souveraineté à ces entreprises. Il ne faut pas l'oublier. Tous les Français sont co-actionnaires de l'audiovisuel public. Ils doivent être aussi codécisionnaires par l'intermédiaire de leurs représentants. Vous êtes aussi visé par une plainte contre X par l'association AC Anticorruption pour, je cite, prise illégale d'intérêt et trafic d'influence passif. Le groupe Lacardère, contrôlé par Vincent Bolloré, aurait tenté de peser sur la commission en envoyant à plusieurs députés, dont vous, des listes de questions hostiles à l'audiovisuel public avant leurs échanges avec des auditionnés. Est-ce que d'une part, vous avez lu ces mails et est-ce que d'autre part, vous avez utilisé ces questions? Alors, il y a une vraie contradiction dans votre question. Vous êtes visé par une plainte contre X? Non, soit la plainte est contre X. En l'occurrence, c'est une plainte contre X, donc je ne suis pas visé. La plainte ne me concerne pas. Et j'ai pu lire d'ailleurs, je crois que c'est encore en ligne, un article, une fake news sur le site de France Info. Et c'est dommage parce que vous voyez, c'est le service public de l'audiovisuel qui explique que je suis visé par une plainte et qui ne précise pas que c'est une plainte contre X. Donc il y a énormément de fausses informations qui ont circulé dans les heures qui ont précédé la publication du rapport. Je regrette que le service public de l'audiovisuel n'ait même pas fact-checké cette information qui est pourtant importante. Et sur l'antenne de France Inter, par exemple, hier, toutes les demi-heures, on expliquait que j'étais mis en accusation, que j'étais concerné directement par la plainte, alors que c'est une plainte qui est contre X. Donc ça, c'est le premier point. Et la vérité mérite d'être établie parce qu'elle a sali mon honneur, elle a estimé qu'il y avait une forme de dépendance, alors que la plainte, à nouveau, ne me concerne pas, c'est une plainte qui est contre X. Sur le fond, vous savez, le président de la commission d'enquête a reconnu que lui aussi avait reçu ses contributions. Oui. Tous les députés, à l'occasion d'un certain nombre de débats, reçoivent un certain nombre de contributions depuis le début de la commission d'enquête. Moi, j'en ai reçu plus d'une centaine. Mais est-ce que vous les avez lus? Parce que du coup, répondez quand même à ma question. Mais bien sûr, et je l'ai dit, j'ai dû recevoir 2 ou 3 mails de la part... Est-ce que vous avez utilisé ces questions lors des auditions? Absolument pas. Et d'ailleurs, Le Monde et un certain nombre de journalistes ont pu vérifier que sur les questions qui avaient été envoyées, ces questions n'avaient pas été utilisées. Mais encore une fois, vous le voyez, c'est une énième tentative qui, moi, commence à me fatiguer. Pour discréditer le rapport, pour essayer de salir mon indépendance, alors que l'information qui est transmise est totalement partielle et partiale. Ces questions ont été envoyées à beaucoup d'autres députés, au président macroniste de la commission, à d'autres députés. Elles n'ont pas été utilisées. Et vous savez, quand on a Mme Ernotte, par exemple, qui invite par mail un certain nombre de députés qui ont déposé des amendements pour baisser la dotation de France Télévisions et qui les invite à un dîner chez France Télévisions avec l'argent du contribuable, il n'y a pas eu de dépôt de plainte. Je ne sais pas quoi vous fait affaire et quels sont vos... En plus, bon, vous, c'est un sujet. Dites ça à la fin de l'interview. Oui, mais parce que vous me posez la question à la fin, c'est un sujet qui a été posé dans les médias. Des députés qui avaient déposé des amendements pour baisser la dotation publique ont été invités par la présidente de France Télévisions pour revoir leur copie. Vous voyez, c'est exactement le même travail d'une certaine façon d'affaires publiques et de lobbying. C'est tout à fait comparable. Parce que je voudrais simplement finir là-dessus. Quand vous êtes député, vous recevez des centaines de contributions d'instituts, de syndicats, de représentants salariés différents. Vous avez une boîte mail publique sur laquelle on peut vous écrire. Et de vous accuser de partialité alors que vous recevez simplement des mails que beaucoup d'autres députés les reçoivent, c'est quand même un peu fort. Merci beaucoup, bonne journée.